Enregistrement, c'est parti. Donc, commençons par le commencement. Oups. Et voilà. Là, je vais juste me réduire un petit peu ici. Et voilà. Donc, on a un peu vu au dernier cours, hein, c'est quoi la définition du problème, hein, c'est la thématique et le problème de recherche. En fond, c'est quoi votre sujet large qui vous intéresse et d'une manière un peu plus précise, qui prend la forme ici du problème de recherche. On a discuté également de l'importance et de l'état de la question. Maintenant, on va s'intéresser essentiellement à la question, l'objectif et les hypothèses de recherche. Donc, une question de recherche, concrètement, c'est quoi? Eh bien, c'est vraiment précisément ce sur quoi va porter votre recherche. Hein? Habituellement, le plus facile, c'est-à-dire qu'on prend notre problème de recherche, hein, par exemple, les effets du racisme sur la performance scolaire, par exemple, hein, ça pourrait être un très bon problème de recherche, et on va le traduire en question de recherche. Le plus souvent qu'autrement, comme je vous dis, on ne fait qu'ajouter un mot interrogatif, ici lequel. Quels sont les effets du racisme sur la persévérance scolaire? Hein, donc, on a vraiment exactement ce sur quoi vous voulez travailler. Également, je vais vous demander, vous avez déjà vu dans les consignes, hein, de formuler une question générale. Hein, par exemple, quels sont les facteurs influençant l'adhésion à des théories du complot? Hein, une question très générale. Et d'avoir au moins une question spécifique. Hein, 2, ce serait vraiment l'idéal. Question spécifique, qu'est-ce que c'est? Ça vient préciser davantage votre question de recherche. Oui, tu t'intéresses, c'est quoi les facteurs à l'adhésion des complots, mais plus spécifiquement, à quoi tu t'intéresses? Ben, je m'intéresse par exemple sur c'est quoi les théories du complot les plus répandues, c'est quoi les liens entre l'appartenance à une classe sociale et le fait de partager de ces croyances-là? Ça sera vérifié, hein? C'est une question de recherche. Est-ce qu'il y a des liens entre l'éducation des individus et le fait de partager certaines croyances? Donc, j'ai une question qui est très générale et enfin, j'ai des questions spécifiques, hein, qui viennent en quelque part découper plus précisément mon champ d'intérêt. Hein, on va les regarder ensemble avec le fameux travail en équipe un peu plus tard aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il y a véritablement 3 grandes qualités à une question de recherche. La question doit être ouverte, hein, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas présumer déjà de la réponse. Par exemple, jusqu'à quel point les individus sont racistes, ben, il faut déjà démontrer, par exemple, que les individus seraient racistes. Hein. Donc, la question ne doit pas présumer de la réponse et il ne doit pas non plus se répondre par oui, oui, par non. Hein, est-ce qu'il y a un lien entre X et Y? Ben, à ce moment-là, j'ai une réponse par oui ou par non. Votre recherche se termine assez rapidement. Hein, donc, la question doit être ouverte, permettre justement hein, d'élaborer sur votre sujet. La question doit également être claire, c'est-à-dire que les mots doivent avoir un seul sens. Hein, donc, on va éviter les termes qu'on appelle polysémiques, hein, polysémiques dans le sens de plusieurs sens. Un mot doit avoir uniquement un sens. Hein, j'ai quelques exemples un peu plus loin dans le diapositive. Donc, on essaie vraiment de préciser notre question, qu'on ne peut pas la répondre par oui ou par non, et également en des termes qui sont précis. Hein, d'où l'importance d'avoir fait un peu de revue de littérature, d'avoir fait un peu de recherche documentaire pour savoir c'est quoi les termes qui sont les plus pertinents à votre étude. Également, l'élément ici sur lequel il faut quand même insister, elle doit être faisable, cette recherche-là. Est-ce que j'ai de la documentation? Est-ce que c'est possible de faire une problématique, de faire une recherche là-dessus dans le temps assez restreint qui est le nôtre, qui est d'une seule session hein, au cégep? Donc, on doit avoir le matériel et également que ça soit réalisable dans le temps. Donc, on doit vraiment avoir ces 3 grandes qualités-là. Elle doit être ouverte, elle doit être claire et votre question doit également être faisable. Et je vous rappelle, comme on a vu la diapositive précédente, j'ai une question très générale. Habituellement, elle est assez près de mon problème de recherche. J'ai simplement mis un mot interrogatif au début et des questions plus spécifiques, hein, c'est-à-dire qui vont venir préciser exactement ce sur quoi vous voulez travailler dans votre recherche. Donc, pour les questions de recherche, ben, ici, j'ai quelques exemples. Hein. Ici, par exemple, est-ce que la motivation des étudiants du cégep est affectée positivement par l'estime de soi?
Ben, le positivement, déjà, on postule à quelque part déjà la réponse, que oui, il y aurait déjà une influence. La recherche vise à vérifier si effectivement il y a une influence entre les deux termes. Donc, à ce moment-là, le mot positivement, je peux régler ma question de recherche pour tout simplement enlever le mot positivement. Ici, les liens entre le stress et le TDAH. Toujours penser à l'idée que le lecteur qui sera le vôtre ne connaît pas votre sujet de recherche. Hein? Donc, on doit préciser. TDAH, il ne faut pas que les personnes qui lisent votre question de recherche se posent des questions. Hein? TDAH, quoi, c'est TDAH? Trouble de déficit de l'attention, hyperactivité. Hein? Il faut le préciser. Ici, ça va quand même. TDAH, c'est relativement clair. Hein? Ça veut dire que c'est pas clair dans la mesure où ça pose problème, mais ce n'est pas un acronyme qui pose beaucoup de problèmes aux individus, dans la mesure où c'est un mot qui est relativement répandu. Mais parfois, justement, on a des acronymes qui sont très précis, très, très pointus sur un sujet. Donc, à ce moment-là, il faut la préciser. On doit clarifier notre question de recherche en mettant le mot, par exemple, ici, au complet. Troisième question, hein, ici, quels sont les principaux facteurs de risque de la schizophrénie chez les adolescents québécois? Elle est absolument correcte. Les termes sont précis, elle est ouverte, donc à ce moment-là, elle est également claire, et c'est faisable également cette recherche-là, donc ça ne me pose absolument aucun problème. Numéro 4, jusqu'à quel point est-ce que l'anxiété de performance affecte les performances académiques des étudiants? Déjà, la formule est un peu étrange, elle est un peu alambiquée, ça veut dire qu'il y a des mots qui se répètent, on n'est pas trop sûr exactement ce que la personne veut dire, donc elle est tout simplement un manque de clarté. Déjà, remplacer le comment est-ce que l'anxiété de performance affecte la performance académique des étudiants? Déjà, c'est beaucoup plus clair. Et également, une question de clarté, il y avait également une question d'ouverture. On postulait déjà que l'anxiété de performance affectait les performances académiques des étudiants. Spontanément, on peut se dire, ben oui, il y a des liens, c'est absolument certain. Votre recherche viserait ici à étudier ce phénomène-là. Numéro 5, quel est le lien entre le degré d'implication dans un cours au cégep et le résultat obtenu? Mais ici, voyez-vous, c'est un peu plus, on est un peu plus, si on veut, dans des éléments un peu plus limites. Hein, par exemple, ici, mais c'est quoi un degré d'implication? Il faut le préciser. Hein? Également, mettons, par exemple, si j'avais un truc sur est-ce que l'ouverture d'esprit, c'est quoi l'ouverture d'esprit? Est-ce que c'est la curiosité aux autres? Est-ce que c'est. On ne le sait absolument pas. On doit absolument préciser. Résultat obtenu, ces résultats obtenus, c'est-tu en fonction des notes? C'est-tu, par exemple, avoir un bon résultat? Est-ce que c'est d'avoir réussi le cours? Donc, dans ces termes-là, encore une fois, on manque de clarté. On doit préciser davantage notre question de recherche. Dès que vous avez des termes un peu valises, comme degré d'implication, résultat obtenu, habituellement, posez-vous la question, est-ce que n'importe qui se pose la même question que la mienne arriverait à la même définition des termes que j'utilise? Sinon, vous devez retravailler et clarifier votre question de recherche. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Imaginez l'ampleur du travail de recherche. Ici, on est dans un problème de faisabilité. Hein? Il y a beaucoup trop de réponses possibles. Il faut véritablement préciser la question. Imaginez l'ensemble des éléments de notre existence qui pourraient être impliqués dans cette réponse-ci. Peut-être que cette question-là pourrait être répondue du moins en partie dans une thèse de doctorat, mais dans le petit laps de temps qui vous est imparti, c'est absolument impossible. Hein? Et j'ai encore une fois, dernière question ici, est-ce que la vie après la mort existe? Bien, vous en doutez, c'est absolument non faisable. Hein, il n'y a aucune technique scientifique qui peut mesurer ce qui se produit après le décès d'un individu. Hein? Même chose, est-ce que Dieu existe? Ce n'est pas à la science de se poser là-dessus. La science s'intéresse à ce qui est empiriquement démontrable, vérifiable et ce qui est mesurable. Donc, à ce moment-là, ce genre de questions-là, c'est absolument impossible à répondre. Alors, donc, on s'attarde évidemment, bon, j'en ai deux autres petites questions ici. Hein. Quel est le principal facteur qui influence le décrochage scolaire au Québec? Bien, elle est correcte. Hein? Principal facteur, OK, je sais que tu vas essayer de trouver des différents facteurs,
Le décrochage scolaire, on peut très bien avoir une définition du décrochage scolaire, définition qui serait habituellement, par exemple, celle du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement du Québec, hein, qui dirait, par exemple, décrochage scolaire est un individu qui, après un an, n'a pas obtenu un diplôme et ne compte pas y retourner. Hein. Donc, j'aurais vraiment une définition qui est absolument possible. Enfin, est-ce que le fait de posséder un animal de compagnie a un impact sur les performances académiques? Bien, encore une fois ici, ce n'est pas vraiment faisable. J'ai beaucoup trop d'animaux. Je devrais tester, si on veut, l'ensemble des animaux possibles et imaginables. Est-ce qu'on peut mettre sur le même pied d'égalité des poissons rouges et un berger allemand? Ça devient particulièrement difficile. Performance académique de qui? Bien, il faut au moins peut-être préciser une population. Hein? Donc, il faut qu'on ait une question, encore une fois, qui est très, très large. On essaie d'éviter les questions qui sont, je le répète, qui sont fermées, qui se répondent par oui ou par non, qui présument déjà de la réponse dans sa formulation, des questions dont les termes ne sont pas clairs, et enfin, des questions de recherche qui ne sont pas faisables en raison, par exemple, du manque d'accès à la documentation et également en fonction de l'étendue de la recherche qui serait nécessaire d'opérer pour y avoir une réponse. Donc, c'est les trois grandes qualités de votre question de recherche: ouverture, clarté et faisabilité. Avant de me lancer dans objectifs et hypothèses, est-ce que pour cette section-ci, c'est relativement clair? Quoique c'est juste des démonstrations un peu là, magistrales, je vais davantage pouvoir travailler avec vous directement sur vos questions de recherche. Je pense que ça serait un peu plus facile pour vous hein, de me présenter votre question et de travailler ensemble, voir ce qu'il y a. Mais retenez essentiellement, est-ce que ma question est ouverte? Est-ce que mes termes sont clairs? Et est-ce qu'elle est faisable également? Donc, si on a ces trois termes-là, il ne devrait pas avoir de problème avec vos questions. Et déjà, on a un peu travaillé avec vous la semaine passée. Vous m'avez déjà un peu lancé vos questions de recherche. La plupart d'entre vous, je ne pense pas que ça va poser de problème. Hein? Donc, on va maintenant faire parler des objectifs de recherche. On a deux choix, hein? C'est-à-dire que soit on fait un objectif de recherche ou soit on fait une hypothèse de recherche. On doit choisir entre un ou l'autre. Personnellement, je vous conseille fortement d'utiliser les objectifs de recherche. Pourquoi? Mais parce que l'écrasante majorité du temps où une hypothèse de recherche est pertinente, c'est quand on fait des recherches quantitatives. Hein? C'est-à-dire qu'on fait des recherches avec beaucoup d'individus, avec des données qui se traitent au point de vue numérique. Dans le cadre de notre travail ici, on va surtout faire un peu de questionnaire, mais à 30 individus. Bref, on peut généraliser, mais avec énormément de réserves, mais on va surtout faire hein, des entrevues. Hein. Donc, à ce moment-là, ben, on est dans la recherche qualitative. C'est beaucoup moins pertinent d'avoir des hypothèses. Je vais quand même vous présenter objectifs et hypothèses, mais je vous incite fortement à utiliser des objectifs de recherche. Donc, retournons hein, à notre fameuse diapositive. Excusez-moi, voilà. Donc, un objectif de recherche, c'est ce que concrètement vous allez faire. Hein? Il y a trois grands types de recherches que l'on fait. Des recherches qui sont classificatrices. Ça va beaucoup moins être le cas ici dans le cadre le travail de recherche. Ça va être davantage des recherches ici qui vont être descriptives et compréhensives. Hein, des recherches classificatrices, c'est par exemple essayer de développer un portrait type des voyageurs, par exemple. Hein. Je vais essayer de classer les comportements des voyageurs en fonction de ce qu'ils sont plutôt, par exemple, voyage pack-sac, voyage tout inclus, voyage, par exemple, d'expérience. Hein, j'invente évidemment. Donc, c'est le but de créer des catégories et de classer les individus, les comportements à l'intérieur. Les recherches descriptives, évidemment, on peut déjà aller là-dessus, ça va être plus intéressant. Les recherches descriptives, ici, c'est l'objectif ici essentiellement de décrire un phénomène. Hein? Comment est-ce que ça se produit concrètement? On est dans la description du phénomène. Et enfin, compréhensive, c'est quoi le sens que les gens donnent à leur action? C'est quoi les motivations? Hein? Donc, on a trois grandes recherches qui sont, on va utiliser des objectifs de recherche, des recherches, excusez-moi, qui sont classificatrices, descriptives et compréhensives. Lorsqu'on veut faire des recherches qui sont surtout explicatives,
de trouver la cause d'un phénomène, ou des corrélations entre deux variables, on va utiliser une hypothèse. À la différence de l'objectif qui dit concrètement le but, par exemple, de cette recherche est de comprendre le sens que les hommes québécois âgés de 65 ans et plus donnent à leur vieillissement, de décrire le fonctionnement de tel organisme. Donc, vous voyez un peu l'idée. Donc, je vais vraiment énoncer une action, une intention, décrire, classer, comprendre. Dans une hypothèse, on a vraiment l'idée qu'on a une réponse qui est anticipée. Par exemple, ici, on postule que la motivation est associée positivement à la réussite scolaire chez les étudiants. Donc, on va postuler une réponse. Spontanément, quand on pense recherche, on est davantage dans l'hypothèse. C'est souvent ce qu'on apprend plus spontanément. Mais sachez quand même que l'écrasante majorité des recherches en sciences humaines ne fonctionnent pas par hypothèse. Donc, pourquoi? Parce que le plus souvent, le phénomène qu'on essaie d'étudier, on n'a pas déjà la réponse, disons, d'avance. Donc, on va surtout utiliser des objectifs de recherche. On va simplement, après avoir souligné notre question générale et nos questions spécifiques, avoir dit, cette recherche-là va viser à décrire cette situation-là, comprendre le sens que les gens donnent à leur action. Bref, on va pouvoir travailler ensemble avec chacun vos recherches dans vos petits groupes respectifs. Voilà, donc on a déjà évoqué là-dessus. Pour venir un peu sur les hypothèses, il y a deux grandes hypothèses. Est-ce que c'est le but de retrouver la cause d'un phénomène? Donc, on est dans une logique de cause à effet. Ou sinon, on cherche une corrélation, de dire qu'il y aurait des relations entre tel phénomène et un autre phénomène. Je vais avoir quelques exemples dans quelques instants. Par exemple, la persévérance, mes exemples sont plates, j'en conviens, mais la persévérance scolaire est corrélée au milieu d'appartenance, par exemple, le milieu social d'appartenance. Là, je n'aurais pas cause à effet direct, mais il y aurait un lien fort à faire entre ces deux variables-là. Pourquoi je vous dis, je privilégierais plutôt l'objectif aux hypothèses dans votre recherche, mais comment allez-vous prouver qu'il y a des liens? Il vous faut des données. Mais s'il vous faut des données, il vous faut du quantitatif. Et dans le cadre de notre travail ici, on ne fait pas une immense étude quantitative. Donc, à ce moment-là, ça va devenir particulièrement difficile d'établir une corrélation forte entre deux phénomènes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça serait peut-être idéal de privilégier les hypothèses de recherche plutôt que les hypothèses. Donc, c'est un peu cette idée-là avec les hypothèses. Quand je recherche une recherche qui serait, excusez-moi, la relation causale, la pauvreté économique a pour effet une diminution de l'espérance de vie. Ça, on le sait, c'est prouvé avec des données quantitatives. Par exemple, si vous êtes déjà allé à Montréal, mais du métro Berry-UQAM au métro Mont-Royal, on voit que ce n'est pas le même milieu socio-économique qui existe entre les deux quartiers et on a environ 10 ans d'espérance de vie de moins à Berry-UQAM plutôt que le plateau Mont-Royal. Ici, vaccin et fausse... Ah oui, ça c'est un exemple de mauvaise causalité, mais on va laisser de côté un petit peu, qu'il y avait une étude qui a assez embêté les individus. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce truc-là, on va juste en discuter 2 petites secondes. Les vaccinations causent l'autisme et la sclérose en plaques. Vous avez peut-être déjà vu ça aller sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est absolument faux. C'est une étude qui était très, très mal faite par un individu qui aurait peu de scrupules au point de vue méthodologique. Également, excusez-moi, cet individu-là n'a plus le droit de pratiquer la médecine. Et également, il continue à écrire des livres. Les livres qu'il écrit, vous ne serez pas étonné, il n'y a absolument aucune référence scientifique à l'intérieur. C'est des revues, des livres du même niveau un peu que... je n'ai pas d'exemple nul à vous donner. Je vous laisse ici insérer l'exemple nul que vous voulez bien donner. Par contre, il y avait une question de corrélation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? La notion de corrélation, c'était que, effectivement, on vaccine les enfants vers l'âge d'environ de 3 à 5 ans. Et c'est effectivement à cet âge-là qu'il est possible de dépister l'autisme et la sclérose en plaques. Donc, il n'y a absolument pas une question de cause à effet dans les deux phénomènes. C'est essentiellement une question de corrélation, c'est-à-dire que la vaccination
a lieu à la même âge qu'il est possible de constater sclérose en plaques et autisme. Alors donc, à ce moment-là, ben, on a un problème ici. On prenait une corrélation pour une causalité. Hein? Donc, c'est un peu relativement embêtant, ce phénomène-là. Malheureusement, depuis, ben, on a encore un noyau dur d'individus qui est absolument persuadé qu'il ne faut pas se faire vacciner. Vous avez sûrement déjà vu hein, les trucs, là, il va y avoir des puces à l'intérieur de ça avec le 5G, Bill Gates. Moi, je suis absolument tanné de parler de ça avec mes amis de ligue de garage qui sont absolument persuadés pour certains que c'est le cas. Je suis absolument... Bref, je ne veux pas m'étaler sur le sujet plus qu'il faut, mais ça va être sûrement un des grands enjeux avec la COVID, un noyau dur d'individus hein, qui, malheureusement, va empêcher d'avoir une couverture vaccinale suffisante pour protéger l'entièreté de la population. Donc, c'est relativement embêtant à ce niveau-là. Tout ça pour de la mauvaise science qui a été faite il y a déjà quelques années. Donc voilà, la corrélation, par exemple, ben, c'est l'idée un peu que j'aurais deux phénomènes hein, qui sont liés entre eux, puis que on n'a pas toujours non plus, hein, par exemple, le facteur qui peut vraiment l'expliquer. Ici, j'ai mis des exemples. Par exemple, la monoparentalité est associée à des facteurs de risque pour les enfants. Souvent, on pensait que c'était un lien de cause à effet. Hein. La monoparentalité cause des facteurs de risque pour les enfants. C'est absolument faux. On a une corrélation entre les deux. Le troisième facteur, c'est la situation socio-économiquement défavorisée des mères monoparentales. Le plus souvent, c'est les mères qui ont la garde des enfants. Eh bien, effectivement, il n'y a pas de relation de cause à effet entre les deux. C'est véritablement la pauvreté qui est ici fortement associée aux difficultés hein, chez les enfants des familles homoparentales. Encore une fois ici, autre exemple qui est souvent amené chez les pourfendeurs de l'homoparentalité, eh bien, c'est l'idée que l'homoparentalité est parfois associée à la victimisation des enfants. C'est-à-dire que les enfants sont victimes, si on veut, de discrimination et tout ça, donc il faut interdire l'homoparentalité. Le troisième facteur ici, hein, c'est essentiellement l'homophobie. S'il n'y avait pas d'homophobie ambiante, les enfants de familles homoparentales ne seraient absolument pas victimes de discrimination. Donc, on doit vraiment faire une distinction entre causalité et corrélation. La cause, c'est vraiment une logique de cause à effet. Corrélation, c'est que j'ai deux phénomènes hein, qui varient ensemble au point de vue statistique. Donc, on doit souvent se méfier de faire passer des corrélations pour des causalités. Donc, c'était vraiment, par exemple, l'exemple de la monoparentalité, très, très fort comme argument dans les années 90, et ce l'est encore parfois dans certains livres où ils disent les facteurs de risque de la monoparentalité, tandis qu'on sait très bien que c'est la situation socio-économiquement difficile des mères, hein, souvent, qui est le problème. Quelques éléments à considérer pour vos objectifs ou vos hypothèses. Vos objectifs, votre hypothèse doit être une affirmation, ce n'est pas une question. Elle doit être rédigée au présent. Hein, ça veut dire que notre recherche vise à identifier ceci. Ce n'est pas visera, c'est pas, donc on n'a pas une question parce que c'est un objectif de recherche, mais surtout doit être rédigée à l'affirmative. Elle doit être également efficace. On enlève tous les mots superflus, tous les mots qui ne servent à rien, qui donnent de la fioriture. On les enlève. Dans l'écriture scientifique, les mots superflus n'ont absolument pas lieu d'être. Hein? On doit enlever ces mots-là qui ne font que compliquer la lecture. Également, votre objectif ou votre hypothèse doit être également cohérent avec ce que vous avez lu dans votre recherche documentaire. On a parfois l'idée que, oh non, les recherches qui sont vraiment pertinentes, c'est celles qui vont contrairement à contre-courant. C'est habituellement les études qui s'avèrent fausses. Hein? C'est un peu triste, mais on se construit, si on veut, on construit la recherche en se basant sur ce qui a été fait auparavant. Hein? Donc, votre objectif, votre hypothèse doit être cohérent avec ce que l'on a vu dans la littérature. Elle doit être précise également. Hein? Comme je vous disais, eh bien, si c'est un objectif, on va utiliser directement, si c'est une recherche qui est descriptive, classificatrice ou compréhensive, cassez-vous pas la tête. L'objectif, c'est de décrire X, classifier Y ou comprendre W. Hein? Donc, on doit vraiment utiliser les termes qui sont ceux des visées de la recherche. Une recherche descriptive, cassez-vous pas la tête, l'objectif va être de décrire. Une recherche qui serait compréhensive, ce serait tout simplement de comprendre tel phénomène.
Si si vous voulez recourir à une hypothèse, mais il faut définir c'est quoi le lien entre les deux. Par exemple, plus l'estime de soi augmente, plus la motivation scolaire augmente également. Dans une hypothèse, vous avez toujours deux variables. Quand vous écrivez votre hypothèse, quand vous la rédigez, le lecteur doit très bien comprendre le sens de la variation de vos deux variables. Plus l'estime de soi augmente, plus la motivation scolaire augmente également. Donc, à ce moment-là, le lecteur comprend très bien le lien qui va unir vos deux variables. Votre hypothèse, votre objectif, ça, je pense que ça va aller de soi pour la majorité d'entre vous, mais ils peuvent être soumis, doivent avoir la capacité d'être soumises à l'épreuve des faits, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir, dans le fond, doit pouvoir être vérifié par un examen empirique de la réalité. C'est un peu l'idée qu'on voyait tantôt. Je vais essayer de déterminer l'existence de Dieu. Ça va être sûrement possiblement difficile, dans la mesure où vous n'avez aucune espèce de capacité à vérifier cette hypothèse-là. Et enfin, productif, mais il doit amener quelque chose de nouveau, de ne pas être exactement les mêmes objectifs ou les mêmes hypothèses que vous avez vues dans votre recherche documentaire, doit apporter quelque chose de nouveau, même si c'est vraiment petit. Ça veut dire que je vais aller vérifier chez une autre population ou actualiser les connaissances, par exemple, en reprenant une étude de 2000, mais de la faire en 2020, dans un nouveau groupe en particulier. Voyez-vous, elle est quand même productive. Ça veut dire que même si on reprend un peu les études qui ont été faites auparavant, si on le fait dans un autre temps, dans un autre lieu ou chez une autre population, il n'y a absolument aucun problème. Votre hypothèse de recherche est essentiellement ici productive. Donc, on retient les 6 éléments d'un objectif ou d'une hypothèse, doit être rédigé à l'affirmative, doit être exempt de mots superflus, également doit être cohérent par rapport à ce que vous avez lu dans la recherche, votre recherche documentaire, doit être précise également, doit être vérifiable avec des données et enfin doit apporter quelque chose à la science. Donc, on a 6 grands critères pour l'objectif et vos hypothèses de recherche. Maintenant, j'aimerais juste aborder 2-3 petits éléments par rapport à l'écriture scientifique. Je vais vous référer au guide de présentation des travaux parce que je crois que la lecture d'un guide de présentation des travaux, c'est le truc le plus supérifique qu'il est possible de démontrer en classe. Je pense que vous en conviendrez. Le guide est disponible sur Léa. Il semble gros au début. Vous regardez ça, vous dites 40 pages, ça n'a absolument aucun sens. Eh bien, juste pour vous dire, si vous ne l'avez jamais consulté, l'écrasante majorité des pages, c'est comment le faire directement sur Word. Donc, à ce moment-là, c'est essentiellement des captures d'écran de consignes. Cliquez ici, cliquez cela pour pouvoir faire les éléments ici qui vous ont demandé. Si vous voulez aller plus directement au sujet, vous connaissez la fameuse fonction magique CTRL-F pour aller directement taper le mot qui vous intéresse. Vous allez pouvoir rechercher directement dans le document. Par exemple, CTRL-F, article, vous allez pouvoir trouver directement comment citer un article scientifique. Mais quand même, ce qui est important à retenir pour les citations, une citation courte de moins de 3 lignes, vous l'insérez, directement dans la phrase. On va également utiliser la méthode auteur-date. Je ne veux pas avoir de notes de bas de page dans votre problématique. Les notes de bas de page avec ibid, obsit, idem, les gens se mélangent tout le temps dans l'élocution latine. C'est une forme un peu, si on veut, du passé de citer des références dans ces articles et ça alourdit surtout énormément la lecture. Moi, je lisais des articles, il y en a de moins en moins, c'est surtout en histoire d'ailleurs qui ont tendance à utiliser ça. Il vient la moitié de la page, c'est des références en note de bas de page. Ça ne sert absolument à rien. Vous avez uniquement à insérer le nom de l'auteur, suivi par l'année de publication et le numéro de page. Évidemment, vous me faites une jolie bibliographie à la fin. Si vous paraphrasez, c'est absolument aucun problème de paraphraser, mais si la phrase on fait juste la reformuler, on doit quand même donner le crédit à l'auteur. À ce moment-là, bien, là, j'ai fait une petite erreur ici, le point doit se retrouver après la parenthèse.
vous paraphrasez votre phrase et encore une fois, entre parenthèses, vous ne mettez pas de guillemets, mais vous devez simplement m'identifier l'auteur que vous avez utilisé. Le petit bout tricky, un petit peu, c'est quand, justement, j'ai plus que 3 lignes. Ça peut arriver hein, d'avoir plus de 3 lignes. Dans le guide de présentation, c'est vraiment super bien expliqué comment le faire dans Word. Le petit retrait, hein, c'est-à-dire qu'on doit, j'ai mon texte et il va y avoir un petit retrait. L'écriture va être également un peu plus petite pour pas que ça prenne trop de place dans la page. Encore une fois, vous notez ici la fameuse citation, sans guillemets, lorsqu'il y a plus de 3 lignes. Et encore une fois, vous me mettez ici la petite référence. Ah, donc, c'est pas plus compliqué que ça. Il y a un truc des fois qui est assez particulier avec les références. Hein? C'est-à-dire que des fois, on a l'impression qu'on écrit. Bien, il y a 2 écueils que j'ai constatés. L'écueil d'avoir des références à toutes les lignes, hein, puis qu'on suit très bien, dans le fond, que la personne ne s'est pas très approprié le texte dans la mesure où à chaque ligne, la référence avance d'une page. Hein, c'est écrit page 21, page 22, page 23, page 24, page 25 dans le texte. On constate qu'il faut s'approprier un peu le texte. Hein. Ça veut dire que vous avez très bien le droit de prendre un peu hein, vos distances par rapport à ce que vous avez lu, puis pas toujours mettre des références pour absolument tout. Hein. Vous pouvez paraphraser en général l'idée de l'auteur. L'autre idée, c'est de dire, mais si je mets des références, c'est comme si j'apporterais absolument rien de nouveau. Il y a quelque chose de particulier en science, c'est-à-dire que plus votre article a des références à l'intérieur, plus également il est solide, cet article-là. Ça veut dire que pour déconstruire votre propos, je dois également aller à l'encontre de tous les auteurs que vous avez cités. À ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser des références, mais c'est pas évident à dire ça. Ne me mettez pas, ne me mettez-moi pas, il y a du M là-dedans, des références à chacune des lignes. Hein? Donc, à ce moment-là, essayez d'éviter que je n'ai qu'un chapelet de citations à l'intérieur de votre texte. Hein? Donc, encore une fois, évitez, c'est comme un peu l'équilibre entre trop en mettre et pas assez en mettre. Si vous voulez vraiment absolument citer un auteur et vous dites ce paragraphe-là va être tough à écrire si je ne me réfère pas à l'auteur, vous pouvez très bien m'écrire au début de paragraphe selon, mettons, on va dire Calois, hein, vous mettez en parenthèse seulement la date, et là, vous écrivez le texte, hein, et quand il y a seulement une fois de temps en temps une page précise, vous mettez simplement en parenthèse le numéro de la page, donc vous n'avez pas à répéter en permanence l'ensemble de vos références. Évidemment, je vous dis beaucoup d'éléments comme ça. Tout au long de la session, bien, je vais être là pour répondre à vos questions. Là, je vous dis quand même beaucoup de choses, mais on retient un peu l'idée. Il faut faire des références. Si je constate des plagiats, ça ne me dérange absolument pas de les référer à l'administration scolaire. Vous avez une note à votre dossier et puis vous avez l'air des gros losers pour le suite de vos études. Hein? J'ai absolument aucun problème avec ça. Mais surtout, c'est que, surtout en sciences en général, ben, c'est notre monnaie. Ça veut dire que pour avoir écrit beaucoup d'articles, et d'ailleurs, j'ai déjà été plagié une fois, je n'ai pas beaucoup apprécié l'expérience, ce qui me rend vraiment profondément hostile avec la situation. Donc, si vous hésitez, c'est-tu du plagiat, si j'écris ça, demandez-moi-le, il n'y a pas de problème à se poser des questions, puis je vais pouvoir également vous orienter là-dessus. Hein? Puis évidemment, ben, si je vous dis que ce n'est pas du plagiat, en arrière, je ne vais pas vous accuser de plagiat. Là, je ne fais pas des guet-apens non plus. Là, ça serait absolument nul à ce niveau-là. Juste 2-3 petits derniers éléments hein, sur lesquels je veux revenir sur l'écriture scientifique. Mais, des fois, oui, mini parenthèse, écrire un article scientifique, ce n'est pas la même chose qu'écrire un article en littérature. En littérature, on aime beaucoup ça que vous ayez des grandes extrapolations, que vous faites des grandes phrases un peu pompeuses. Ce n'est absolument pas l'objectif en écriture scientifique. Habituellement, pour avoir écrit des articles, comment ça se produit, c'est qu'on va vous dire, tu as 10 000 mots, pas un de plus. Des fois même, on va vous dire, tu as, on va dire, 30 000 caractères. 30 000 caractères, ça veut dire 30 000 espaces, lettres et ponctuation. Donc, le gros travail de la littérature scientifique, c'est d'écrire le plus de choses en le moins de mots possible. Hein, ça m'est déjà arrivé, par exemple, avec ma copine, où est-ce qu'on écrivait, c'était des demandes de subvention au fédéral, où est-ce qu'on avait un nombre de mots limité. Puis on était ensemble à se dire, OK, comment je peux reformuler, mettons, si j'utilise pas exceptionnellement, mais mettons, particulier, je sauve 5 caractères que je vais pouvoir utiliser plus loin dans un autre endroit où est-ce que je veux développer davantage mon idée. Vous voyez un peu l'idée. Ça veut dire le plus souvent, je suppose quand vous en êtes où avec votre niveau en littérature, mais au début, quand on écrit des textes, c'est comment je vais pouvoir écrire 5 pages. C'est absolument, je n'arriverai pas à écrire 5 pages.
Et plus on avance, c'est comment je peux écrire ça en uniquement 5 pages. Hein? C'est vraiment le travail quand ça commence à embarquer, c'est la question inverse qui se pose. J'ai juste 5 pages, comment je vais faire pour écrire ça en une période de mots assez réduite? C'est un peu l'exercice que vous allez faire dans la problématique. Je ne veux pas, en haut de 6 pages de problématique, je ne corrige plus votre travail. Je ne le regarde même plus. Je fais quelque chose d'autre. Hein? Donc, c'est vraiment de commencer à rentrer dans l'idée. En haut, dites-vous après 5-6 pages, à peu près, ça devrait aller. Je vous ai d'ailleurs indiqué dans le document Word combien de pages ou de quart de page ou de demi-page je m'attends pour chacune des sections. Vous devez évidemment faire un gros travail de concision. Mais je vous le dis, en haut de 6 pages, bien évidemment, j'exclus table des matières, page de présentation, vous voyez un peu l'idée, là, mais de texte plein, je ne lis pas en haut de 6 pages. Donc, assurez-vous que ça rentre à l'intérieur de ça. Hein, parce que dans vos études universitaires que vous allez tous faire évidemment après le cégep, c'est la même chose qui va vous arriver. Hein? Et sachez que les professeurs d'université sont beaucoup plus hostiles que les professeurs de cégep, qui nous sommes encore très, très gentils. Hein? Vous allez voir un peu. L'université, c'est un petit peu particulier des fois. Donc, juste quelques éléments à retenir pour l'écriture scientifique, juste des petits éléments. On évite le langage parlé ou inutilement abstrait. L'auteur a donc une tête sur les épaules. La motivation est une force qui nous mène vers l'avant, tel un cheval de course. Toutes ces espèces de formules-là qui sont dans le langage parlé, on enlève ça. Hein? On doit relire son texte. Le plus souvent, on va être obligé de relire au moins 2-3 fois le même paragraphe pour s'assurer effectivement qu'il soit bien écrit. Également, il y a un mot qui revient que je suis plus capable de voir, c'est le mot fléau. Hein? Les régimes sans gluten sont un véritable fléau pour l'espèce humaine. Les superlatifs, on peut les garder pour nos discussions de cabanon. Hein? S'il vous plaît, on essaie d'éviter les grandes exagérations. C'est absolument pas utile pour votre propos. Également, le jugement, hein? C'est-à-dire, par exemple, souligner que telle, par exemple, population, par exemple, qui serait, on va dire, qui croirait à des complots un peu étonnants, mais quand on fait de la science, on ne juge pas ces individus-là. On essaie de comprendre leur motivation. Donc, tous les éléments de jugement, on n'est plus objectif quand on commence à avoir directement du jugement dans notre texte. Évidemment, on peut avoir une idée personnelle sur la situation, mais il ne doit pas transparaître dans la manière par laquelle vous écrivez et de la manière également par laquelle vous traitez l'information que vous allez avoir recueillie. La personnalisation. Interpeller le lecteur, c'est très mauvais. Ne faites jamais ça. Hein? Ce n'est pas un blog que l'on écrit. C'est un article, c'est l'équivalent d'un article scientifique. Donc, la seule manière par laquelle il va y avoir des phrases un peu interrogatives, c'est dans la question de recherche et dans la définition du problème, où est-ce que je demande d'avoir une petite question générale. Hein? Mais sinon, jamais. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons choisi cette thématique. Bien, vous allez sûrement découvrir pourquoi je vous enlève des points pour des formulations de ce type. C'est-à-dire éviter vraiment d'interpeller directement le lecteur. Hein? On n'est plus au secondaire, ce n'est plus quelque chose que l'on fait dans nos travaux. La familiarité, n'appelez jamais les auteurs que vous citez par leur prénom. Hein? Encore une fois, vous citez, quand vous les citez, vous les mentionnez, allez-y uniquement par soit leur nom complet ou idéalement uniquement leur nom de famille, suivi d'une parenthèse avec la date de l'article ou du livre que vous choisissez. Évidemment, redondance, ça va de soi, de construire des phrases qui ne se répètent pas 2-3 fois dans la même phrase. On essaie d'éviter encore ce type d'éléments-là. Je sais que je suis très hostile dans la manière par laquelle je vous présente l'écriture. C'est quelque chose qui vient. Je vous présente un peu en blague pour s'amuser un peu de la situation. Là. Je ne suis pas aussi méchant que ça. Voilà, quand je travaille avec vous sur votre écriture. Mais n'hésitez pas pendant la session à montrer des parties de votre texte. Je ne peux pas corriger 2 fois votre travail, mais des fois, vous dites ce paragraphe-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là, je peux regarder un peu avec vous qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce que l'on peut améliorer à l'intérieur. Hein? Donc, n'hésitez pas, évidemment, à me montrer certaines parties de votre travail. Pour directement le travail lui-même, eh bien, l'ensemble des consignes est présenté sur le document que j'ai mis sur Léa. Hein? Vous avez également l'ensemble, si on veut, excusez-moi, du nombre de pages, de l'ordre de présentation, des consignes plus précises comme les polices de caractère, voyez un peu l'idée.
Ce qu'il faut retenir, c'est que la date de remise est à la semaine 8 du calendrier scolaire. Le travail est un travail qui fait de 5 à 6 pages maximum. Le travail va être divisé en sections précises, identifiées par des sous-titres, définition du problème, importance du problème, état de la question, question et objectif. Vous pouvez très bien me faire des sous-titres de section, hein, par exemple, dans état de la question, hein, séparer ça par petite partie, il n'y a aucun problème. Vous avez des fiches de lecture à faire. Fiches de lecture, vous les avez encore une fois le modèle sur Léa. Mais essentiellement, le début, c'est simplement les informations sur l'élément que vous allez travailler. Et enfin, les fiches de lecture, ça fait à peu près 3/4 de page, une page. Vous n'avez pas à me faire, si on veut, hein, des longs travaux de fiches de lecture. Juste récupérer, identifier les éléments plus importants de votre lecture. Articles scientifiques ou, encore une fois, des thèses et des mémoires. Je vous invite fortement à aller voir les thèses et les mémoires les mémoires et les thèses de doctorat. Évidemment, je ne vous demanderai pas de résumer une thèse et un mémoire. Vous pouvez très bien sélectionner qu'une partie, hein, de la thèse ou du mémoire, un chapitre par exemple, et ça fait amplement l'affaire. Également, des fois, vous allez tomber sur des longs documents, par exemple des rapports de recherche qui ont été faits par des institutions. Encore une fois, vous pouvez me sélectionner qu'une seule partie de ce rapport-là pour votre fiche de lecture. Fiche de lecture, comme je vous dis, environ 3/4 de page à une page, pas mal maximum. Ça va être évidemment suffisant. Et enfin, comme vous le savez, hein, ça doit respecter les normes du guide de présentation d'un travail écrit, comme vous le savez très, très bien, hein, les normes de présentation qui sont celles du Cégep. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Donc, pour ce que j'ai présenté, hein, je sens que vous êtes très excités par les consignes de travail. Et voilà, je me demandais un peu s'il y avait des questions. Guillaume. Oui, bonjour. Excusez-moi, est-ce que les fiches de lecture doivent faire partie d'un travail? OK. Les fiches de lecture, je l'ai écrit dans le document Word, hein, mais doivent se trouver en annexe. C'est-à-dire que vous avez votre document au complet, puis à la fin, c'est comme, ben là, à la fin, dans le fond, vous avez qu'à les glisser à la fin de votre travail, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de les numéroter non plus. Juste les voir si vous les avez faits. Je vais les noter un petit peu pour voir est-ce que vous avez fait au moins un effort là, de faire des fiches de lecture, mais c'est pas... Voilà, je pense que j'ai encore brisé mon téléphone. Évidemment, c'est simplement pour voir si vous les avez faits. Ils ne seront pas notés plus que ça. Ça va être surtout sur est-ce qu'elles sont présentes ou absentes, essentiellement. Mais pour le décompte des feuilles, dont le nombre de pages du travail, c'est les 4 parties que je vous ai dit. Définition du problème, importance du problème, état de la question et question et objectif. C'est essentiellement tout ce qu'il y a à voir dans le 5-6 pages. Également, vous allez voir sur le document Word, j'ai mis beaucoup de stock. Hein? Les consignes, ça semble, je dis, ben, la tabarouette est un peu intense, il me semble que ces consignes font 4 pages. C'est que je vous ai identifié pour chaque paragraphe ce que vous pouvez mettre dans ces paragraphes-là. Donc, en lisant les consignes, vous ne vous cassez même pas la tête. L'objectif, vraiment, c'est de faire une bonne recherche documentaire, faire un beau petit brainstorm sur ce que vous voulez faire comme recherche et d'insérer ce que vous allez trouver dans vos textes et dans vos articles dans les différentes parties du travail. Donc, les conseils, vraiment, allez-y les voir, allez les consulter. C'est vraiment comme ça que vous allez facilement pouvoir faire le travail. Hein, ça veut dire que, est-ce que vous voulez que je vous les présente? Ça ne me dérange absolument pas. Je pensais juste que vous aimeriez peut-être davantage avoir du tutorat sur votre travail plutôt que je lise le document Word. C'est vraiment pour vous. Je pense que tutorat, c'est peut-être plus pertinent, hein, j'ai l'impression. Donc, à ce moment-là, j'imagine que vous n'allez pas poser des questions très générales dans la mesure où vous souhaitez tous être en équipe assez rapidement. Donc,